Le couloir des urgences est plongé dans une lumière blafarde. 3h47 du matin. David arrive encadré par 2 policiers. Ses mains tremblent. Sa peau, anormalement foncée sur le visage et les bras, pèle par larges plaques. Il parle seul, à voix basse, comme s'il répondait à quelqu'un d'invisible. Non, non, je vous ai dit, ils sont là, vous ne les voyez pas. L'infirmière de triage échange un regard avec les policiers. Psychiatrie. Encore un. Ils envoient 3 par semaine. Mais quelque chose cloche. Je m'approche. Je suis le médecin de garde cette nuit-là, et après 12 ans aux urgences, j'ai appris à faire confiance à mon instinct. David me regarde sans me voir. Ses yeux sont vides, presque vitreux. Sa respiration est rapide, superficielle. Je remarque ses lèvres gercées, presque brûlées. Ses ongles cassés. La peau de ses mains ressemble à du papier brûlé. Depuis quand il est comme ça? Je demande au policier. 3 jours, peut-être 4. Les voisins nous ont appelés. Il criait la nuit. Il ne sortait plus de chez lui depuis des semaines. Je prends son pouls. Trop rapide. 110 battements par minute. Sa température, 38,2 degrés Celsius. Pas de fièvre franche, mais pas normale non plus. David, vous m'entendez? Il tourne la tête vers moi, lentement, comme si chaque mouvement lui demandait un effort surhumain. Les ombres, elles me suivent. L'interne à mes côtés note déjà, trouble psychotique aigu. Probable schizophrénie paranoïde. Mais je continue à observer. Cette peau. Cette confusion. Cette déshydratation visible. On fait un bilan complet. Ionogramme, NFS, fonction rénale, hépatique. Et une neuro en consult. L'infirmière hoche la tête et emmène David vers une salle d'examen. Je reste là, dans le couloir, avec cette sensation désagréable qu'on rate quelque chose d'évident. Mais ce qui allait se passer dans les heures suivantes, personne n'était préparé à le voir. David Mercier. 45 ans. Célibataire. Ancien électricien. En fouillant son dossier médical, je découvre une vie qui s'est effondrée lentement, sans bruit. Il y a 3 ans, licenciement économique. Dépression. Isolement progressif. Plus de visites médicales depuis 2 ans. Pas de famille proche. Quelques amis perdus de vue. Les voisins racontent qu'ils le croisaient parfois au supermarché, toujours les mêmes produits dans son panier. Pâte blanche, pain premier prix, quelques conserves. Jamais de fruits. Jamais de légumes frais. Jamais de viande. Un homme qui avait glissé entre les mailles du filet social. Un parmi tant d'autres. Les premiers résultats tombent vers 5 heures du matin. Ionogramme. Normal. Fonction rénale. Normale. Hépatique. Légèrement perturbé, mais rien d'alarmant. Pas de traces d'alcool ou de drogue dans le sang. La neurologue de garde arrive, examine David. Ses réflexes sont lents mais présents. Pas de signes neurologiques francs. Elle fronce les sourcils. Il faudrait un scanner, mais honnêtement, je pense qu'on est face à un trouble psychiatrique primaire. Les examens sont trop propres. Je hoche la tête, mais quelque chose me dérange toujours. Cette peau. Je retourne voir David. Il est allongé sur le brancard, les yeux mi-clos. Sa respiration s'est calmée, mais il murmure encore des phrases incohérentes. Je prends sa main pour examiner les lésions de plus près. La peau pèle en larges bandes, révélant en dessous un épiderme rouge inflammé. C'est symétrique. Exactement les mêmes lésions sur les 2 mains. Sur les avant-bras aussi. Et quand je soulève légèrement sa chemise, je vois la même chose sur son torse, en bande, comme une brûlure solaire impossible. Vous avez été exposé au soleil récemment, David. Il ne répond pas vraiment, mais secoue la tête faiblement. Je note tout. Dermatite photosensible. Symétrique. Sans exposition solaire récente. L'interne me rejoint. On le monte en psychiatrie. Pas encore. On le garde en observation. Je veux voir comment il évolue. Elle me lance un regard étonné, mais ne conteste pas. C'est à ce moment-là que David a commencé à vomir. Jour 2. 14h30. David n'a rien gardé depuis le matin.
Chaque tentative de le réhydrater par voie orale se termine par des vomissements violents. Nous avons dû poser une perfusion. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est la diarrhée. Aqueuse. Incessante. 8 fois en 6 heures. Sa tension chute. 90 60e. Puis 85 55e. On augmente la perf. Remplissage vasculaire rapide. L'infirmière ajuste le débit. David gémit doucement, recroquevillé sur lui-même. Sa confusion empire. Il ne reconnaît plus personne. Il crie parfois, des mots sans suite, puis retombe dans un silence lourd, le regard fixe. Je convoque une réunion d'équipe. 3 internes, 2 seniors, une gastro-entérologue. On a quoi comme hypothèse? Gastro-entérite virale sévère avec déshydratation. Possible, mais les symptômes psy ne collent pas. Intoxication alimentaire? Botulisme. Les examens toxicologiques sont négatifs. Et pas de paralysie. Infection du SNC? Méningite. Encéphalite. Pas de raideur nucale. Pas de fièvre franche. Le scanner cérébral est normal. On tourne en rond. La gastro-entérologue prend la parole. Et si c'était une malabsorption chronique? Une carence sévère en vitamines? Je lève les yeux vers elle. Continue. Regarde son alimentation. Rien de nutritif depuis des mois, peut-être des années. Pas de protéines. Pas de vitamines. Si son corps est en carence extrême. Elle s'arrête, cherche ses mots. Les 3D, je murmure soudain. Tout le monde me regarde. Dermatite. Diarrhée. Démence. Le silence tombe sur la salle. La pélagre, dit la gastro-entérologue doucement. Mais c'est une maladie d'un autre siècle. Je me lève brusquement. On dose la niacine. Maintenant. En attendant les résultats du dosage, je plonge dans les archives médicales. La pélagre. Une maladie qu'on croyait disparue avec la pauvreté extrême du début du XXe siècle. Causée par une carence profonde en vitamine B3, la niacine, essentielle au métabolisme de chaque cellule du corps. Sans elle, les cellules ne peuvent plus produire d'énergie correctement. Les tissus qui se renouvellent rapidement sont les premiers touchés, la peau, le système digestif, le cerveau. Les symptômes classiques, les 3D. Dermatite, lésions cutanées photosensibles, symétriques, qui pèlent et ressemblent à des brûlures. Diarrhée, inflammation sévère du tube digestif, malabsorption, déshydratation. Démence, confusion, hallucination, comportement psychotique, pouvant aller jusqu'au coma. Sinon traité, un 4e D, DES. La mort. Je retourne au chevet de David. Il est maintenant presque inconscient, répondant à peine aux stimuli. Sa tension est à 80/50e malgré 3 litres de perfusion. Sa peau, sous la lumière crue de l'hôpital, raconte l'histoire d'un corps qui s'est consumé de l'intérieur. Ces lésions ne sont pas des brûlures. Ce sont des cellules qui meurent, faute de pouvoir se régénérer. L'interne qui m'a accompagné depuis le début s'approche. Si c'est vraiment la pélagre, pourquoi maintenant? Pourquoi si soudainement? Ce n'est pas soudain, je réponds. Ça fait des mois, peut-être des années que son corps puise dans ses réserves. La niacine, le corps peut en stocker un peu, mais pas indéfiniment. Quand les réserves sont épuisées, l'effondrement est brutal. Elle regarde David avec une expression nouvelle. Plus de pitié. De la colère, peut-être. On aurait pu voir ça plus tôt. Quelqu'un aurait pu le voir. Oui, je dis simplement. Quelqu'un aurait pu. Les résultats arrivent à 22 heures. Taux de niacine, quasi indétectable. Confirmation. David ne souffrait pas de folie. Il mourait de faim, en plein XXIe siècle, au cœur d'une ville moderne. Jour 3. Minuit passé. Nous commençons le traitement immédiatement. Niacine à haute dose par voie intraveineuse. Réhydratation agressive. Support nutritionnel complet avec vitamines et minéraux. Mais David est dans un état critique. Son corps a été privé si longtemps qu'il faut être prudent. Une correction trop rapide pourrait provoquer un choc métabolique.
Je reste à son chevet cette nuit-là. Pas par obligation médicale. Par nécessité humaine. Vers 3 heures du matin, David ouvre les yeux. Pour la première fois depuis son arrivée, il semble vraiment me voir. Où je suis. Sa voix est faible, cassée, mais c'est sa voix. Pas celle d'un homme perdu dans les hallucinations. À l'hôpital. Vous êtes en sécurité. Il ferme les yeux, une larme roule sur sa joue. J'ai cru que je devenais fou. Non, David. Vous n'êtes pas fou. Vous étiez malade. Très malade. Mais on va vous soigner. Les heures suivantes sont un mélange d'espoir et d'angoisse. La diarrhée diminue lentement. Les vomissements s'espacent. Sa tension se stabilise. Mais la confusion mentale persiste. Les dommages neurologiques causés par la carence peuvent être irréversibles. Jour 4. David commence à parler de façon cohérente. Il raconte, par fragments, sa vie des derniers mois. La solitude. Les fins de mois impossibles. Les choix entre payer le loyer ou manger correctement. L'isolement qui rend tout plus difficile. Je ne voulais déranger personne, dit-il. Je pensais que ça allait passer. L'interne, à mes côtés, essuie discrètement une larme. Jour 5. C'est le moment le plus délicat. David reçoit maintenant de la niacine depuis 48 heures, mais son corps réagit de façon imprévisible. Cette nuit-là, sa température monte brusquement. 39,8 degrés Celsius. Syndrome de réalimentation, annonce la nutritionniste, appelée en urgence. Son métabolisme redémarre trop vite. Il faut ralentir. Nous ajustons les doses. Chaque paramètre doit être surveillé de près. Potassium, phosphore, magnésium. Quand un corps affamé reçoit soudainement des nutriments, le déséquilibre peut être fatal. L'équipe se relaie à son chevet. Plus personne ne parle de psychiatrie. L'étiquette a changé. Maintenant, c'est un cas de malnutrition sévère avec complications métaboliques. Mais pour moi, David reste David. Pas un cas. Un homme. Jour 6. La fièvre baisse enfin. David commence à sortir de cette phase critique. Son corps s'adapte, cellule après cellule, au retour à la vie normale. Je le surprends en train de regarder ses mains ce matin-là. La peau morte tombe par petits fragments, révélant dessous une surface rosée, sensible, comme celle d'un nouveau-né. C'est étrange, dit-il doucement. J'ai l'impression de renaître. D'une certaine façon, c'est exactement ce qui se passe. Il lève les yeux vers moi. Pourquoi vous ne m'avez pas envoyé en psychiatrie dès le premier jour? Je réfléchis un instant. Parce que quelque chose ne collait pas. Les troubles psychiatriques ne donnent pas cette peau. Cette symétrie. Cette déshydratation si sévère. Mais les autres médecins, ils pensaient que j'étais fou. Ils se basaient sur ce qu'ils voyaient. Un homme confus, qui parlait seul, avec des hallucinations. C'est logique. Mais la médecine n'est pas seulement une liste de symptômes. C'est aussi savoir qu'en creuser plus loin. David reste silencieux un moment. J'aurais pu mourir. Oui, tu aurais pu. C'est la première fois que je le tutoie. Cela semble naturel. Jour 7. David est assis dans son lit. Sa peau continue à se régénérer. Les plaques rouges et pelées laissent place à un épiderme neuf, encore fragile, mais vivant. Il mange. Lentement, prudemment, mais il mange. Des protéines. Des légumes. Des fruits. Chaque bouchée est une victoire. Son regard a changé. Il n'y a plus ce vide terrifiant. Il y a quelqu'un. La psychiatre passe le voir. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, David? Mieux. Fatigué, mais mieux. Les voix ont disparu. Les voix. Celles que j'entendais. Les ombres qui me suivaient. Tout ça, c'était dans ma tête, n'est-ce pas? Elle s'assoit au bord du lit. C'était votre cerveau qui souffrait, David. Pas votre esprit. Votre cerveau manquait de ce dont il avait besoin pour fonctionner. Les hallucinations, la confusion, les délires, tout ça venait de cellules nerveuses en train de mourir faute de niacine. Il absorbe l'information lentement.
Alors, je ne suis pas fou. Non. Vous n'êtes pas fou. Il pleure. Cette fois sans honte. Des larmes qui libèrent des mois de terreur, de solitude, d'incompréhension. J'ai cru que je perdais la raison. J'ai cru que c'était la fin. L'infirmière qui l'a accompagné depuis le début s'approche et lui prend la main. Vous avez été très courageux, David. Vous vous êtes battu. Et vous, auriez-vous reconnu ces symptômes? Auriez-vous pensé à la pélagre avant qu'il ne soit trop tard? Dites-le moi en commentaire. Jour 10. David est prêt à sortir. Physiquement, il s'est remarquablement rétabli. Les analyses montrent un retour progressif à la normale. Mais le chemin vers la guérison complète sera long. L'assistante sociale vient me voir. On a trouvé une place pour David. Un centre de réinsertion sociale avec suivi nutritionnel et psychologique. Il ne retournera pas dans cet appartement vide. Je hoche la tête, soulagé. Le jour de sa sortie, David me serre la main longuement. Merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. C'est notre travail, David. Non, dit-il fermement. Votre travail, c'était de me soigner. Vous avez fait plus. Vous m'avez cherché. Il a raison. Combien de David passent inaperçus chaque jour? Combien sont étiquetés psychiatriques sans qu'on creuse plus loin? Combien meurent de maladies qu'on croyait disparues, simplement parce qu'on ne pense plus à les chercher? La pélagre n'est pas une maladie du passé. Elle existe encore. Là, maintenant, dans nos villes modernes. Elle touche les plus isolés, les plus pauvres, ceux qui glissent silencieusement entre les failles de nos sociétés d'abondance. David avait toutes les caractéristiques d'un patient psychiatrique. C'était plus facile de le croire fou que de voir la vérité plus dérangeante, qu'on peut mourir de faim en plein cœur de l'Europe au XXIe siècle. 6 mois plus tard, je reçois un message. C'est David. Il a retrouvé un travail. Pas comme électricien, mais comme aide dans un centre d'aide alimentaire. Il aide d'autres personnes dans sa situation. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, écrit-il. Que quelqu'un les voie. Je souris en lisant ces mots. La médecine nous apprend à diagnostiquer, à traiter, à guérir. Mais parfois, la leçon la plus importante est plus simple. Voir. Vraiment voir. Pas seulement les symptômes. Pas seulement la maladie. Mais la personne. David n'avait pas besoin qu'on le soigne de la folie. Il avait besoin qu'on le soigne de l'invisibilité.